Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Alors, je m'appelle Paul, Bienvenue Paul, vous avez quel âge? j'ai 35 ans. Alors on y va? Qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, j'ai été en relation pendant 3 ans et demi avec une fille et on a décidé, enfin, j'ai décidé de la demander en mariage et depuis à peu près 3 mois maintenant, elle a décidé, enfin, elle a dit qu'on s'aimait pas assez pour se marier et donc elle a décidé de partir. On vivait ensemble depuis 3 ans et demi à peu près et elle a décidé de partir parce qu'on s'aimait pas assez. Ça veut dire quoi de ne pas s'aimer assez? Alors, son argument, c'était de dire que elle a peur que après s'être mariée, au bout de 3 4 ans, on divorce parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de sentiments entre nous, parce qu'on est ensemble plus par, on va dire, commodité, parce que on a beaucoup de points communs. Elle vient d'une bonne famille, elle a un très bon métier, moi aussi, etc. On va dire qu'on Elle m'a souvent dit, t'es un peu la personne que je cherchais, que j'ai toujours cherché à avoir, mais qui manque, on va dire, cet amour qu'on définit pas forcément. Enfin, l'amour qu'on a pour quelqu'un, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et c'est vrai que moi aussi, je me rends compte avec le temps. Enfin, alors, du coup, quand elle m'a annoncé ça, évidemment, c'est dur quand on habite avec quelqu'un pendant 3 ans et demi et qu'on se retrouve d'un jour à l'autre tout seul. On doit, évidemment, c'est pas qu'on a perdu des amis, mais on a l'habitude de passer les week-ends ensemble, etc. Mais d'un certain côté, j'avais aussi comment dire, un relâchement, une libération d'un certain côté, même si évidemment ça n'empêche pas le fait d'être triste, de pleurer le soir de temps en temps, etc. Mais j'ai aussi cette sensation de me dire, elle a eu le courage de faire ça, et c'est peut-être au final une bonne décision pour nous deux. Donc finalement, quand elle vous dit je ne t'aime pas assez, vous l'avez compris ça? Ça résonnait avec ce que vous ressentiez dans votre relation? Un peu, sachant que moi, pour tout vous dire, j'ai eu une espèce de mini-crise il y a un an. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans un club. Alors, je pense pas que c'est pas de ça, mais donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai beaucoup, beaucoup parlé toute la soirée. Et après cette soirée, je me suis dit qu'en fait, j'étais très content avec ma compagne, mais que je voulais encore profiter de la vie, que je voulais être libre. En fait, j'avais l'impression je sais pas pourquoi, mais que cette relation m'enfermait et m'empêchait d'être moi-même sur beaucoup de choses et m'empêchait d'être libre. Et alors, du coup, je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on se quitte, etc. Et en fait, c'était tellement horrible de la voir pleurer, de la voir chercher un appartement, etc., que du coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, en fait, c'est une espèce de crise de la trentaine. C'est pas vraiment ce que je ressens. C'est avec elle que je veux être, etc. Et pour lui prouver que j'avais passé cette crise, j'ai décidé de la demander en mariage l'hiver. Parce que je sais que, enfin, l'hiver qui suivait, parce que je sais que pour elle, c'était très important de se marier avant d'avoir des enfants. C'est aussi une des raisons. Je sais que si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas forcément demandé en mariage. Mais vu qu'elle m'a toujours dit qu'elle est de famille catholique et qu'elle, si elle voulait confondre notre famille, ça passait logiquement d'abord par un mariage. Et donc je l'ai demandé en mariage en décembre. Et au début, évidemment, c'était l'euphorie. On a commencé à tout organiser. On a commencé à faire notre liste d'invités, etc. Et en juillet, cet été, donc 6 mois plus tard, elle m'a dit que voilà, qu'on s'aimait pas assez. En fait, c'est des pensées qu'elle avait déjà depuis un mois. Et au début, elle se disait que c'est des pensées passagères qui allaient partir. Et au final, ça devenait de plus en plus intense. Et elle m'a dit, je suis désolé, mais je le sens pas.
je préfère qu'on se quitte. Elle m'a dit peut-être que dans 3-4 mois, je me rendrai compte que j'ai fait une énorme erreur, mais là, je préfère qu'on se quitte, je ne le sens pas, quoi. Elle a fait une rencontre. Pas de ce que je sache, je lui ai aussi demandé. Elle m'a dit que non, j'ai l'impression que non. Elle travaille énormément. Elle est en chirurgie, donc je sais pas. Je Je pense dis pas. ça parce que souvent c'est quand on fait une rencontre qui est très différente de la relation qu'on vit avec notre compagnon, notre compagne. Et c'est là, en général, c'est un révélateur. On se dit, ah tiens, il y a une autre sorte d'amour que je pourrais vivre. Et puis on commence à avoir le doute, exactement comme vous avez vécu aussi, vous, dans ce club où vous échangez avec cette personne, et puis vous voyez que, ah tiens, il y a autre chose que je pourrais vivre. Bon, mais elle vous en a pas parlé en tout cas. En tout cas, je lui ai demandé parce que c'est aussi ce que les gens autour de nous, enfin ma famille, sa famille, c'est aussi, enfin de décider de se marier d'un jour à l'autre, de se dire on se quitte. Évidemment, c'est la première chose à laquelle on a pensé. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit que non. Après, peut-être que c'est le cas, mais je pense pas. Mm. En tout Euh, cas, elle vous en a pas parlé. Et En on tout va cas, elle m'en a pas pas faire parlé. de suppositions. Mais c'est vrai que c'est souvent des choses qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que je me permets de poser la question. En tout cas, on n'a pas cet élément-là. Et le plus important, c'est que elle a pu vous exprimer que la relation que vous aviez ensemble, elle était à la fois très chouette, plein de points communs, plein d'aspects positifs dans la personnalité, plein d'aspects positifs dans votre personnalité. Mais par contre, elle voulait une autre sorte d'amour. C'est ça? Exactement. Et après, il y a un autre élément donc, que je vous ai pas encore partagé, mais qui est important. C'est vrai que sexuellement, ça n'a jamais été incroyable. Ok, ça c'est un élément important. Dites-moi. Exactement. Et c'est vrai que moi, souvent, je me disais, bon, la vie n'est pas parfaite, c'est pas super sexuellement, mais entre guillemets, sans être méchant, entre le guillemets, le reste coche les cases, enfin, pour ce que je recherche moi. Et donc, et ça, je pense que c'est un élément aussi qui, du coup, qu'elle m'a redit quand elle a décidé qu'on se quitte. Euh, et, euh, et donc voilà, et ça, c'est depuis le jour 1 comme ça. Alors même si physiquement, elle me plaît, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'alchimie, on va dire, naturelle entre nous, et que ça soit pour elle ou pour moi depuis le premier jour. Ça, c'est vraiment intéressant parce que vous sentez qu'il n'y a pas cette alchimie sexuelle. Et c'est intéressant qu'on fasse une distinction entre l'alchimie et le fait que quelqu'un nous plaise. On peut trouver une femme très jolie ou un homme très beau et pourtant ne pas avoir Mm. d'alchimie avec cette personne. C'est vraiment deux réalités différentes. Et c'est vrai que la question à se poser, c'est pas tant est-ce que je le trouve belle ou beau, puisqu'en plus on sait que la beauté, bah, ça va évoluer avec le temps, hein, on va tous vieillir, mais est-ce que j'ai cette espèce d'alchimie, c'est-à-dire que j'aime l'odeur de l'autre, j'ai envie de lui, j'ai envie d'elle, il y a quelque chose comme d'animal, mais dans le très beau sens du terme. Vous l'avez pas ressenti, et alors dites-moi, ça m'intéresse, pourquoi vous n'avez pas écouté cette dimension-là dès le début? Parce que vous dites, bon, bah, le reste, vous dites, ça coche les cases, mais pourquoi vous hiérarchisez comme ça en disant que finalement, c'est peut-être moins important. Ça vous vient d'où ça? Alors, alors, je vais tout vous dire. Moi, la relation que j'avais eue avant, la relation sérieuse, on va dire que j'avais eu avant, c'était 6-7 ans avant. Et donc tout ce temps-là, j'avais eu évidemment des relations à droite à gauche, mais rien de très sérieux. Et quand je l'ai rencontré, bah, on avait quand même on avait beaucoup de points communs, il y a beaucoup de hobbies qu'on a ensemble, on passe du bon temps ensemble, on rigole ensemble. Comme je vous ai dit, elle a un métier passionnant. Enfin, je me suis dit, je me disais aussi souvent, si on a des enfants, ça serait une super mère, etc. Donc je pense que dans ma tête, il y avait tous ces éléments qui me disaient que bah, c'est super de se mettre ensemble parce qu'il y a tous ces éléments-là que je viens de vous citer. Mais et aussi que je me disais, en fait, c'est dur de trouver chaussures à son pied aujourd'hui. Et je me disais, ben, comme je vous ai dit, c'est c'est dur dans la vie d'avoir la personne parfaite qu'on recherche, etc. Donc c'est pour ça que Mm. je m'écoutais pas à 100% en me disant, bah, il y a cet élément-là qui est évidemment très important, je me rends compte aujourd'hui, mais auquel je ne tiens pas compte. Mm. Et elle aussi disait que l'alchimie sexuelle n'était pas présente. Elle le Alors, ressentait. alors elle, c'est marrant parce qu'elle me l'a pas trop dit, mais c'est vraiment un élément qu'elle m'a dit quand elle a voulu partir. Mais sinon, avant, elle me l'a pas trop dit. Elle m'a souvent dit, elle m'a- c'est marrant, elle m'a toujours dit, moi, j'arrive à me combler toute seule. Enfin, j'arrive à, comment dire, même si j'ai un rapport sexuel, j'arrive à, entre guillemets, à venir toute seule et à aimer le rapport sexuel toute seule en pensant dans ma tête. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, évidemment, en y repensant aujourd'hui, après coup, c'est sûr que c'est pas génial non plus. Mm. Finalement, vous vous sentez quand même un peu soulagé par sa décision.
Bah, c'est marrant parce que je me sens soulagé, elle me manque beaucoup. Donc, alors, on est encore pas mal en contact parce qu'évidemment, il y a encore des. Alors, déjà pour des raisons matérielles, mais aussi parce que il n'y a pas de mal qui a été fait. Donc, on a encore énormément d'amour l'un pour l'autre, même si c'est de l'amour plus amical. Donc, on est encore beaucoup en contact et ça m'arrive évidemment qu'elle me manque beaucoup, etc. Mais c'est vrai que quand on se voit, quand on dîne ensemble, je me dis, bon, au final, c'est peut-être mieux comme ça. Mais je sais pas si c'est la personne en elle-même qui me manque vraiment ou si c'est le manque d'habitude, les habitudes qu'on a ensemble. Comme je vous ai dit, le week-end, moi du coup j'habite à l'étranger, je n'ai pas ma famille ici, donc je dois un peu me refaire, alors pas me refaire un réseau parce que j'ai des amis, mais évidemment tout le monde a à 35 ans, tout le monde a sa vie, tout le monde fait des choses. On avait beaucoup d'amis qui ont des enfants, etc. Et donc, il y a aussi ce côté à redevenir, à réapprendre, à vraiment redevenir seul le vendredi, le samedi, le dimanche. Et ça, évidemment, c'est un peu dur aussi. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui me manque ou si c'est plus la relation en couple qui me manque. Ouais, ça, je comprends très bien. Et donc aujourd'hui, vous diriez que le plus difficile dans cette situation, c'est quoi? Le plus difficile pour moi dans cette situation, c'est de me dire, alors, je suis très content parce que je pense que j'ai appris de cette relation, mais de me dire qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et que, entre guillemets, il y a un peu tout à refaire. C'est un peu ça qui est dur. Et comme vous le savez, ou comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui dur de trouver des personnes, enfin, dur de trouver. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est compliqué, plus on a nos critères, on va dire. Et donc c'est ça un peu aujourd'hui euh, le problème. En réalité, ce ne sont pas nos critères qui vont être un obstacle pour rencontrer quelqu'un. En fait, plus on vieillit, plus on peut être blessé dans nos relations. Et c'est toutes nos blessures qui font que ça va être difficile après de connecter avec quelqu'un et de se lancer. Ce que je veux dire par là, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il y a deux grandes étapes. La première, c'est de savoir qui je veux avoir à mes côtés. C'est quel est le désir profond de mon cœur. J'ai envie d'avoir une personne qui partage quel type de valeurs, quel type de personnalité. Vraiment savoir qui je veux et qui me rendra aussi, avec qui je pourrais vraiment être pleinement heureux. Ça, c'est la première étape, savoir ce que je veux. Et la deuxième étape, c'est de croire que c'est possible, que je vais rencontrer cette personne-là. Et je ne sais pas chez vous à quel moment ça peut coincer. Est-ce que c'est de savoir qui vous avez envie d'avoir à vos côtés ou c'est de croire que cette personne, elle existe et que vous allez la rencontrer et que vous méritez de vivre une grande histoire d'amour. Et ce qui peut se passer, c'est qu'au travers des années, après des expériences comme celle que vous venez de vivre, cette rupture que vous venez de vivre avec votre compagne, c'est qu'il y a un moment où on a des cœurs un peu écorchés et on finit par ne plus croire que c'est possible. Et dès qu'on Mm. n'y croit plus, c'est là que tout foire. Déjà, est-ce que vous voyez un petit peu ces deux étapes? Oui, et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, là, tout de suite, je suis aussi content d'être seul parce que j'ai du temps pour moi, je peux travailler sur plein de choses sur lesquelles je veux travailler, j'ai pas de compte à rendre, j'ai ce sentiment de liberté. Parce que c'est aussi ça un peu le problème que je vous ai pas dit, mais j'avais souvent, quand on arrivait dans le week-end, je me disais, ah, c'est ennuyant notre vie, on fait toujours, on a toujours cette routine, on fait toujours ça, etc. Après, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de couples, mais c'est vrai que là, j'ai ce sentiment de liberté d'un coup qui est aussi un sentiment agréable de pouvoir partir un week-end où je veux, faire ce que je veux, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, enfin, depuis que je suis très jeune, j'aimerais bien avoir des enfants, j'aimerais bien aussi fonder une famille. Et voilà, donc Et donc, ces deux désirs semblent un peu contradictoires en exact, vous, parce que ça me fait exactement. penser à la crise, comme vous l'avez dit, d'il y a un an, où vous avez rencontré cette personne dans ce bar et vous dites, mais j'ai envie en fait d'être beaucoup plus libre. Mhm. Donc, il y a un besoin de liberté et en même temps un désir de fonder une famille. Et puis, j'entends aussi que la routine, pour vous, c'est pas quelque chose que vous aimez. Non, exactement. Mais je pense que c'est possible d'avoir cette liberté dans un couple et de fonder une famille. Et c'est ça, en fait, je ne sais pas si c'est à cause de mon ancienne partenaire ou si c'est moi-même qui me mettais une pression à me dire que j'étais pas libre et à me dire que le week-end était tout le temps les mêmes, qu'il fallait faire ça, etc. Je pense que c'est de ma faute et que c'est possible d'avoir cette liberté dans un couple aussi. Ce que vous auriez pu faire différemment. Alors, je pense déjà, il y a un point, c'est qu'elle elle attendait beaucoup de moi que je prenne le lead sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit organiser, etc. Et moi, ça m'embêtait beaucoup. Et je me disais que c'était pas faire, que ça soit à moi de le faire, qu'elle pouvait aussi le faire. Et du coup, ça m'arrive. Et du coup, surtout sur la fin de notre relation, ça m'arrivait de plus rien organiser, de la laisser gérer. Mais au final, ça nous faisait un peu mourir à petit feu parce que on n'organisait rien. Alors,
comme je vous ai dit, elle a un métier qui est très dur, donc le week-end, elle était très fatiguée, donc elle a besoin de dormir beaucoup, etc. Mais un peu cette folie, cette spontanéité qui m'a beaucoup manqué euh, et que j'aimerais vraiment avoir dans ma prochaine relation. Mm. C'est super ce que vous venez de dire là, Paul. En fait, après l'expérience que vous venez de vivre, c'est d'arriver à faire une relecture, comme on est en train de le faire actuellement, et de se dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai envie de revivre, pour que vous puissiez encoder dans votre cerveau des bonnes informations pour rencontrer la bonne personne pour vous. Là, vous dites une chose importante, c'est qu'il y ait de la spontanéité. La spontanéité, elle est nécessaire à votre joie, elle est nécessaire à votre vie heureuse. Tout le monde n'est pas exactement comme ça, hein. Moi, j'ai appris à, comment dire, à observer. Enfin, en tout cas, j'ai observé des gens qui aiment beaucoup la routine, qui aiment beaucoup avoir des habitudes. Moi, je suis plutôt dans votre team. Je ne supporte pas faire deux fois la même chose. J'ai toujours besoin de nouveautés, etc. Mais ce sont des personnalités différentes. Mm. Je pense que c'est pas moins bien ou quoi. Je pense qu'il faut arriver à accepter qui on est et pas vouloir se mettre dans un moule, se dire non, je devrais aimer ça. Non, si j'aime pas, j'aime pas. Et donc, comment je peux créer après la relation qui me convient avec mon type de personnalité. Donc la spontanéité, ça c'était un point important. Quand vous dites aussi, je me sentais pas libre, enfin, c'est ce sentiment que si vous êtes en couple, vous perdez votre liberté. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à cette expérience-là, à ce ressenti? Alors, je pense que c'est comme je dis, je pense que c'est un ressenti qui est lié à des croyances en moi. Mais c'est plus que, je vous donne un exemple. On est parti, on allait à une soirée, voir des amis, etc. Bah, quand elle rentrait, par exemple, à 1 heure du matin et que moi je restais, bah, là je me sentais, ah bah je peux lâcher les rênes. Alors quand je dis lâcher les rênes, c'est pas du tout la tromper ou quoi, mais c'est juste, euh, on va dire, kiffer la soirée, être là, être présent, etc. Ok. Et, et Continuez là-dessus, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'avec, quand elle était présente, vous ne pouviez pas kiffer votre soirée, lâcher les rênes? Parce que elle avait vraiment, j'avais toujours ce sentiment qu'il fallait que, par exemple, ça m'arrivait qu'elle me disait, ah, t'as pas été assez avec moi cette soirée, t'étais pas assez là, tu m'as laissé toute seule. Et du coup, j'avais toujours ce sentiment qu'il fallait que je fasse attention où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, il faut que j'aille la voir et de pas vraiment être libre. C'est des choses qui sont moins arrivées parce que du coup, on n'est pas pas de la même nationalité, elle est de nationalité espagnole. Et c'est des choses, par exemple, qui arrivaient moins quand on était en vacances en Espagne, chez des amis ou à des soirées avec des amis à elle, où évidemment, là, c'était moi, on va dire, c'était moi qui étais la pièce rapportée. Mais c'est vrai que là où on habite, c'est arrivé souvent que j'ai ce sentiment qu'il fallait que je fasse attention à elle, qu'il fallait que je regarde si tout allait bien, etc. Et donc, ça m'empêchait, entre guillemets, d'être libre sur des moments comme ça. Oui, donc la liberté, c'est par rapport à le fait qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'autre et Exact. aussi responsable des émotions de l'autre, quoi. Si elle se sentait pas bien, vous étiez un peu, vous sentiez responsable de ça. C'est ça, et j'avais Ouais. l'impression de jamais faire les choses bien, c'est-à-dire de me dire, ah bah non, il fallait que j'aille la voir, ah bah non, il fallait que je fasse ça, ah bah non, il faut que je fasse ça. Et Mm. c'est vrai que ça lui arrivait beaucoup aussi de me faire des reproches sur ce genre de choses. Euh, et je pense que c'est ça qui enfreignait un peu la liberté dont je parle. C'est très important. J'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là parce que ce sentiment de devoir prendre soin des émotions de l'autre, je suis en charge de son bonheur aussi. Donc, à une soirée, c'est vrai que c'est une vraie responsabilité. Ça peut être assez lourd. Euh, Ce que ça vous rappelle, alors on va remonter, de quand vous étiez enfant. Ça vous vient d'où cette sensation de je dois faire attention que l'autre aille bien, quoi. J'essaye de réfléchir. Alors, je m'étais aussi noté quelque chose pour notre rendez-vous, qui a un rapport avec quand j'étais enfant. J'ai aussi l'impression un peu pas de l'avoir choisi pour ma mère, mais elle, comment dire, elle a une relation enfin, elle avait une relation très intense avec ma mère. Ma mère l'adorait et j'avais un peu cette sensation de me dire, ah bah on est ensemble, c'est super, ma mère est contente, elle adore ma mère l'adore. Et c'est vrai que quand on a eu la rupture, ça a été très dur aussi pour ma mère. Et j'ai commencé à me dire aussi dans ma tête, mais est-ce que je l'ai choisie vraiment parce qu'elle cochait les cases pour moi, ou est-ce que c'est parce que elle cochait les cases pour ma mère, pour ma famille, et,
et on va dire pour que je me sente bien parce qu'elle a une bonne situation, parce que c'est une fille qui coche les cases et qui est parfaite pour ma famille. Parce Et que ouais, c'est important ce que vous dites là, parce que pour vous, ça peut vous sembler assez logique et normal de se dire que quand on est en relation avec quelqu'un, il faut prendre soin de son bonheur, de son bien-être, etc. Mais ça n'est pas tant que ça. Parce qu'on aurait pu aussi imaginer un autre scénario que finalement, en soirée, ben, chacun vive sa vie et je ne suis pas toujours préoccupée de ce que l'autre ressent. Et c'est intéressant le lien que vous faites aussi avec là, le fait qu'elle puisse plaire à votre mère, parce que vous êtes aussi préoccupé à qu'elle puisse plaire à votre mère. Hum, Alors, tu hum, vas hum. dire, j'en ai rien à faire de ce que pense ma Mais mère. Voilà. Mais pour vous, c'est quand même aussi important ce que pense l'autre pour être sûr que ça amène un confort émotionnel, quoi, que ce soit agréable. exactement, et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, et je me dis que bah, si ça plaît pas à l'autre, c'est pas grave. Au final, c'est ma vie, c'est mon choix, et dans tous les cas, on peut pas. Alors, évidemment, plaire à l'autre, plaire à Gaston qui est là-bas, je m'en fiche, mais c'est plaire, plaire, on va dire, à mes proches, plaire à ma famille qui rentre dans les cases. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel je veux travailler et que je veux plus du tout avoir à y faire attention. Et ça vous rappelle quoi de encore plus jeune quand le côté je fais faire attention aux émotions de l'autre. Alors c'est à la fois très attentionné, on peut dire que c'est magnifique, ça fait de vous une bonne personne, mais en même temps c'est ça qui vous empêche d'être libre. Parce que c'est une Mhm. grosse charge. Et donc, je comprends très, 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 très bien le fait que la relation conjugale, la relation de couple, puisse être un lieu de waouh, un peu d'enfermement, parce que ça donne une grande responsabilité. Si à chaque fois je dois penser à ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent. J'essaye de revenir quand j'étais petit. J'arrive pas trop quand j'étais enfant à avoir de rapport avec ça. Après, je pense que c'était surtout lié à sa personnalité à elle, qui était beaucoup. C'est quelqu'un de très, on va dire, qui a beaucoup de peur, qui a été élevée. Alors elle a été élevée. Elle devait toujours être la première partout, en classe, dans le sport. Ses parents étaient très durs avec elle. Et donc, du coup, elle avait vraiment toujours cette chose d'être la première partout, d'être bien dans ses relations, de faire les choses bien. Et aujourd'hui aussi, pour elle, c'est une sorte de dire, bah, écoutez, vous vouliez que je me marie, que j'ai des enfants à 35 ans, etc. Et bah, je vous dis, je fais ce que je veux de ma vie. Je vous dis au revoir. Donc c'est aussi elle de son côté un gros travail là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un lien aussi avec sa famille et elle, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce sentiment de vraiment faire attention à elle, etc., je pense que c'est sa personnalité à elle qui fait que j'ai dû, ou je suis devenu comme ça, parce que, comme je vous ai dit, elle me reprochait si j'étais pas assez avec elle, ou si je faisais pas assez attention à elle, ou si je prenais pas soin d'elle. Elle, en fait, dans sa culture aussi, c'est de ce qu'elle me disait, c'est l'homme doit faire hyper attention à elle, doit être très gentleman, doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est vraiment, quand elle me disait sa culture, c'est vraiment sa culture à elle, ou plus sa vision à elle. Mais en tout cas, je pense que ça vient surtout de sa personnalité, le fait que je me dis ça. Et alors après, évidemment, moi, j'extrapole aussi un peu en me disant, ah bah attends, je suis en soirée, il faut que je fasse attention, il faut que j'aille la voir, il faut que je fasse ça. Peut-être que j'aurais pu quand même être un peu plus libre. Oui, en fait, c'est pas évident, hein, cette situation-là, parce que d'être attentionné, c'est une qualité. Quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Donc tout ça, ça montre que vous êtes une bonne personne et son besoin aussi de dire, bah, t'es gentleman avec moi, tu te préoccupes que tout se passe bien. Tout ça est très positif à la base. Hmm. Mais, là où il y a un mais, c'est que ça peut aussi se greffer sur une insécurité dans la relation. Et vous, à un moment, vous sentez quelqu'un qui est insécure. Vous comprenez quand je dis insécure, ça veut dire qu'il y a voilà, ses propres inquiétudes. Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis quelqu'un d'aimé? Est-ce que je suis quelqu'un de bien, etc. Et donc finalement, quand on a une forme d'insécurité à l'intérieur de soi, un manque de confiance en soi, si je le dis un peu bêtement, eh bien, on peut se sentir un peu responsable de devoir rassurer l'autre. Hmm. Et le fait de devoir rassurer l'autre fait qu'on a une charge qui en réalité est trop lourde pour nous parce qu'on n'est pas, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a Hmm. pas cette capacité-là. Ça veut dire que l'autre nous demande de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que ce n'est pas en notre pouvoir. Et c'est là que ça vient, comment dire, se retourner contre vous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette Oui, distinction parce que la question de la liberté, j'entends bien, c'est pas le fait de faire n'importe quoi avec n'importe qui, c'est pas ça. Mais c'est une liberté beaucoup plus intérieure de pas ressentir cette charge de devoir rassurer l'autre que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un d'aimable. Et c'est souvent là que ça dévie. Mais hmm. est-ce que c'est pas un peu ça que vous avez pu ressentir? Parce qu'avec le profil de personnalité, je veux être un peu Madame Parfaite, en général, ça, c'est montre qu'il y a zéro confiance en soi, ça. Exactement. Et je pense que moi, d'un certain côté, il y a aussi des points sur lesquels j'ai pas confiance en moi et elle aussi.
et du coup, on s'aidait pas mutuellement. Et comme vous venez de dire, en essayant de faire ce double travail, en fait, ça m'aidait pas et ça l'aidait pas non plus. Euh, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé, oui. C'est que j'essayais de la rassurer ou d'être là, alors qu'au final, ça n'aidait ni elle ni moi. Ouais. Vous voyez bien hein, cette distinction. C'est pour ça que dans la question de la liberté, il faut bien faire attention finalement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui provoque en moi ce sentiment de perte de liberté quand je suis en relation avec l'autre? Pour chacun, ça peut être différent. Mais là, dans ce que vous partagez, on sent bien qu'il y avait une responsabilité vis-à-vis de cette femme qui, en réalité, n'est pas la vôtre. C'est sa Mm. responsabilité à elle d'être, de s'apaiser. On ne peut pas demander à son petit copain, à son fiancé, à son mari de nous rassurer. Mm. C'est à nous rassurer. Après, on peut lui demander, espérer que parce qu'on s'aime, parce qu'on est deux personnes très respectueuses, de prêter attention. Ça bon, t'as un petit verre, tout se passe bien, ta soirée, Mm. voilà, parce qu'on fait attention aux gens qu'on aime. Mais c'est pas la même chose. On n'a pas le même poids. Mais est-ce que finalement, cette demande en mariage, elle était là aussi pour rassurer quelque chose chez vous? Exactement, vous avez entièrement raison. Cette demande en mariage, en fait, elle a vraiment été là parce que, alors, premièrement, évidemment, moi, comme vous savez, je voulais fonder une famille, etc. Et je savais que c'était l'étape, on va dire, logique, mais aussi pour lui dire, écoute, j'ai eu une crise il y a 8 mois, mais j'y réfléchis et maintenant, je sais que je veux être avec toi pour toujours. Donc, pour la rassurer aussi à ce niveau-là. Et parce que, voilà, je sais que pour elle, c'était très important et qu'elle m'a évidemment, il y avait aussi le fait qu'elle m'a souvent fait des allusions. Bon, quand est-ce qu'on se marie? Alors, sa mère aussi, à elle, nous faisait souvent des petites blagues. Bon, c'est quand le Mm. mariage, etc. Il y a aussi tout ce côté-là, même si évidemment, c'est pas, ma décision vient pas de là, mais ça fait quand même, même, comment dire, sans vraiment, enfin, ça nous fait quand même, ça reste quand même dans la tête, etc. C'est important ce qu'on se dit là parce que dans une demande en mariage, au départ on se dit c'est magnifique, c'est un bel acte d'amour, mais il faut toujours arriver à voir ce qu'il y a derrière. Et il y a souvent des demandes en mariage comme celle que vous avez vécue où on va demander en mariage pour rassurer l'autre ou essayer de consolider un lien qu'on voit être fragile. Et quand on fait ça, en général, ça pète toujours. Votre chance dans votre malheur, c'est que ça a pété maintenant. Hmm. Parce qu'il y avait 9 chances sur 10 que finalement vous vous engagez après avec elle et puis que ça repète alors que vous avez des enfants, etc. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des bases qui étaient fragiles. Donc finalement, vous avez de la chance dans cette histoire parce que c'est toujours mieux que ça explose avant qu'une fois qu'on est engagé. Hein. Hmm. La douleur est quand même pas la même. Mais le point important, c'est ça, c'est de rassurer. Et vous avez dit une chose aussi très importante tout à l'heure, c'est que quand vous lui avez exprimé que vous vouliez prendre voilà, un peu une distance et que c'était important pour vous cette liberté, c'est-à-dire que vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui était un peu oppressant dans cette relation. À ce moment-là, elle joue sur l'émotion. Enfin, je ne mets pas du tout en cause ses bonnes intentions, absolument pas, mais le fait que elle ait eu des émotions très fortes et qu'elle vous ait exprimé à quel point elle était effondrée et qu'elle est dans une détresse émotionnelle, eh bien, ça a fabriqué une forme de chantage émotionnel, Hmm. d'un chantage affectif. Dire, bah, si maintenant je prends cette décision, je vais la rendre malheureuse. Et vous avez été pris au piège par rapport à ça. Est-ce que le chantage affectif, c'est quelque chose que vous connaissez dans votre vie? Est-ce que justement, c'était un peu une façon qu'avaient les personnes qui se sont occupées de vous quand vous étiez enfant de fonctionner? Ou c'est quelque chose de nouveau que vous avez découvert avec elles? Non, c'est quelque chose de nouveau. J'ai jamais ressenti ça avant du chantage affectif. Mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est exactement ça. Et pour le coup, je pense que c'est complètement inconscient de sa part à elle, parce que je la voyais vraiment pleurer le soir et ça me, en fait, il y a aussi cet élément, on va dire, matériel de me dire qu'elle doit, on vit dans une grande ville européenne, c'est très dur de trouver un appartement, elle finissait sa spécialité. Donc, bref, il y a tous aussi ces éléments matériels où je me disais, non seulement elle est triste, mais en plus, matériellement, ça va être hyper compliqué pour elle. Et, euh, et, et évidemment, comment dire, je l'aime peut-être pas comme femme, mais comme personne. Enfin, je l'aime pas comme petite amie, mais comme personne. Et du coup, c'était très dur pour moi de l'avoir comme ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, non, mais dans tous les cas, j'ai déjà, à l'époque, j'avais 34 ans, j'ai déjà 34 ans, qu'est-ce que je vais faire à redevenir célibataire et à la laisser? Donc, il y avait toutes ces petits questionnements que j'avais, moi, dans ma tête. Mais c'est vrai que c'était, je pense, un chantage émotionnel inconscient de sa part. Ça va être important pour vous euh, d'être vigilant sur ce point-là.
ce besoin de liberté, il est totalement légitime et il faut pouvoir l'honorer. C'est important de se sentir libre dans nos relations. Mais vous voyez que la liberté, elle est quand je suis en relation avec quelqu'un, comment je me sens libre vis-à-vis des émotions que vit l'autre. Et je Hmm. ne prends pas tout sur moi. C'est très compliqué, hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'en parler là, dans le cadre d'une consultation, parce que c'est assez subtil. Mais on peut être face à quelqu'un dans une relation qui ne sait pas gérer ses émotions, qui a voilà, des failles, des fragilités, ce on en a tous, hein. Mais finalement, quand elle va nous les manifester, cette personne-là, on va avoir on va dire ce syndrome du sauveur, mais un peu de prendre soin de l'autre. Hmm. Et ce qui va être important, c'est de dire non, je ne vais pas prendre ce rôle-là. C'est à toi de gérer tes émotions. Et on peut se dire, ben, une rupture, c'est terrible. En fait, non, c'est pas censé être terrible. C'est triste une rupture. C'est très triste. Donc on pleure. On est trop Hmm. triste de perdre l'autre, de perdre la relation, de perdre les rêves, les projets qu'on avait ensemble. Mais quelqu'un qui s'effondre et ça, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça montre qu'il y a un manque voilà, de force intérieure. Alors, c'est de nouveau, hein, je dis ça pas du tout pour condamner la personne ni quoi que ce soit, mais quand on est en relation avec quelqu'un qui finalement fait reposer sur nous son bonheur, eh bien c'est trop lourd. Et c'est pour ça qu'on se sent pas libre dans la relation. Vous Mais voyez ce que je veux dire? je vois très bien ce que vous voulez dire, mais vous pensez pas qu'elle s'est effondrée aussi parce que elle, à ce moment-là, elle se sentait amoureuse. Et quand, on va dire, quand l'un, alors peut-être qu'aujourd'hui, avec le temps, elle a vu qu'au final, ça ne marcherait pas entre nous, et peut-être qu'à l'époque, elle était sûre que j'étais l'homme de sa vie, et elle m'a souvent dit, même au début de notre relation, t'étais la personne que je cherchais, que j'ai toujours rêvé d'avoir, etc. Et donc, je pense aussi qu'il y a ce côté-là où elle se dit, je suis amoureux de lui, je le vois comme l'homme de ma vie, et on se quitte. Alors, c'est sûr que c'est hyper triste de quitter, ou c'est hyper triste d'être quitté par celui qu'on imagine être l'homme de sa vie. Mais là aussi, c'est toujours intéressant parce que c'est une histoire de croyance. Et en fonction de ce que je me dis dans ma tête, j'ai une émotion particulière. Si par exemple, je me dis, tu es l'homme de ma vie, tu es la seule personne avec qui je peux être heureuse. Bah, forcément, si ça s'arrête, je suis effondrée en me disant, mais Mm. plus jamais je vivrai une relation d'amour, je vais rester seule jusqu'au restant de mes jours, etc. Si je me dis, tu étais une rencontre magnifique, c'était incroyable ce que j'ai vécu à tes côtés, j'ai appris telle et telle chose sur moi, et je suis heureuse d'avoir partagé ces quelques années à tes côtés. J'entends qu'aujourd'hui, on peut plus avancer ensemble pour les raisons que tu invoques, mais en gros, merci pour ces moments. Bah, forcément, j'ai des émotions très différentes. Je vais être triste parce qu'on va plus se voir. Ça va me déstabiliser parce que dans mes habitudes de vie, voilà, tout va changer. Mais je ne vais pas m'effondrer. Donc, nous, les êtres humains, on doit faire très attention à nos pensées. Nos pensées créent nos émotions. Donc, tout va dépendre de l'histoire qu'on se raconte. On peut se raconter d'autres histoires pour traverser les épreuves qui sont sur notre route. Par exemple, vous, là aujourd'hui, vous venez de rompre des fiançailles. Voilà, il y avait une promesse de mariage, elle s'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez vous raconter comme histoire qui vous permet aussi de traverser cette épreuve? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors déjà, pour revenir sur ce que vous disiez, on se le dit aujourd'hui mutuellement, avec mon ex-fiancé, qu'on est très content d'avoir vécu ces années ensemble, que moi j'ai beaucoup appris d'elle, qu'elle a beaucoup appris de moi. Et évidemment, comme vous dites, c'est triste, mais on est très heureux d'avoir vécu ça. Et du coup, c'est exactement... alors, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai eu une chance, comme vous dites, que ça casse avant qu'il y ait un mariage ou avant qu'il y ait des enfants, avant que ça soit, entre guillemets, plus tard ou trop tard. Et donc, j'essaie vraiment pour la prochaine personne que je rencontrerai ou avec qui je formerai un couple, de vraiment faire attention à ne pas rentrer dans ces schémas, à ne pas me sentir dans une routine ou pas libre, parce que je pense que c'est possible d'avoir liberté, enfin, d'avoir une liberté dans un couple et de se sentir libre dans un couple. Donc ça, c'est vraiment un point important. On a beaucoup parlé de liberté aujourd'hui et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et, bah, de faire attention à tous ces schémas, de ne pas répéter les schémas qu'il y a eu dans la relation précédente. Et par exemple, de ne pas trop prendre de responsabilité sur les sensations de l'autre ou les émotions de l'autre et ne pas non plus jouer au sauveur, ne pas non plus jouer au psy ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est les éléments
que je garde de ces 3 ans et demi de vie commune. Oui, et c'est super de pouvoir avoir cette relecture de son histoire. J'aime beaucoup cette phrase de Christiane Singer qui dit: aucune relation n'est une perte de temps. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne vous a pas donné ce que vous cherchiez, elle vous a montré ce dont vous avez besoin. Et peut-être que vous, dans ce que vous venez de partager, c'est que on sent qu'il y a un besoin de se sentir libre dans une relation avec quelqu'un. Et libre, c'est peut-être plus sur ce plan émotionnel chez vous. C'est pas tant le fait de bouger à droite à gauche ou de coucher avec qui que ce soit. C'est pas ça le sujet. Et c'est intéressant parce qu'au moins, c'est ça que c'est venu révéler. Et donc, dans une prochaine, effectivement, relation, si vous rencontrez une femme et vous voyez qu'elle a des insécurités, ça veut dire que, il faut partir en courant. C'est pas ça. Mais c'est de dire: tiens, je vois qu'il y a des insécurités. Comment est-ce que tu peux faire pour te rassurer, être plus apaisée? Donc, de l'accompagner à ce qu'elle puisse, elle, s'apaiser, mais ne pas prendre ce rôle de c'est à moi à la rassurer en permanence. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un rôle très paternaliste dans cette période dans cette époque où le féminisme prend enfin sa place. C'est aussi important en tant que femme de ne pas demander à son homme de jouer le rôle du papa qui va nous rassurer. Parce que même, je pense à vraiment votre exemple de la soirée. C'est un peu comme quand on emmène des enfants dans un, je sais pas, un goûter d'anniversaire ou quoi, et alors on fait attention qu'il est bien notre enfant. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre d'un rôle paternel ou maternel, et parfois, quand on est en couple, l'autre peut nous demander de jouer ce rôle-là, et ça va se retourner contre nous au final, puisque après coup, ben, elle sent bien que c'est pas ce type d'amour qu'elle veut avec vous, c'est-à-dire qu'elle a attendu ça, et en fait, c'est pas ces genres de relations d'amour qui nous rend vivants. Voilà, c'est pas juste. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont très insécurisés à cause de leur histoire d'enfant et que au sein de nos relations, on peut revivre ça et c'est ça qui peut être très oppressant euh, et faire qu'on a l'impression de perdre notre liberté quand on est en couple. Et c'est marrant parce qu'elle m'a souvent dit, mais t'es pas mon père. Enfin, parce que du coup, pour tout ce qui est administratif, etc., ça m'est arrivé de lui dire, ah, il faut que tu envoies ça, il faut que tu fasses ça, ah, t'as toujours pas fait ça. Parce que... Et du coup, souvent, elle me disait, mais arrête de jouer, Mhm. arrête de faire comme si t'étais mon père. Je me débrouille bien toute seule. Donc, Et en même temps, quand vous vous séparez, elle est effondrée parce qu'elle est pour trouver l'appartement, etc. C'est tout le paradoxe. oui, C'est oui, arrête c'est d'être ça. mon père, mais en même temps, oh, j'ai quand même Mm, besoin. C'est pas facile, hein. C'était bien qu'on en parle parce qu'on touche à des choses euh, très fines dans la relation mm, humaine. mm, Et on peut se dire peut-être que c'est trop fin et qu'on se prend la tête pour rien, etc. Mais en fait, moi, je pense que ce qui est passionnant dans ce que vous êtes en train de me partager, c'est que on se rend compte que c'est ça l'aventure humaine, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois un peu la vie, c'est de me dire qu'on a toute une vie ici sur Terre, mais pour apprendre à être de plus en plus libre, pour avoir un cœur qui est de plus en plus capable d'aimer, de se laisser aimer. Et c'est un travail vraiment de liberté intérieure. Et on voit bien que là, au travers de l'expérience que vous avez vécue, c'est ce travail de liberté intérieure qui a mm. été éprouvé, quoi. Et c'est l'enjeu d'une vie. Voilà, c'est pas l'histoire de être en couple, pas en couple. Alors maintenant, j'entends qu'il y a un désir d'être papa, un désir de fonder une famille. Mm. Mais une fois que vous comprenez tout ça, ça peut venir aussi très vite, hein. Il faut Oui, pas oui. attendre. Ouais. Non, non, et je me prends pas du tout la tête à ce niveau-là en me disant il faut que je trouve parce que je sais qu'en pensant comme ça, c'est jamais comme ça qu'on trouve dans tous les cas. Mais c'est vrai que on va dire que c'est un objectif à terme que j'ai. Enfin, c'est un objectif. Ouais, C'est je quelque comprends. chose que je veux depuis C'est que un je suis rêve, un très jeune. désir. Ouais. Exactement, c'est un désir. Donc voilà, j'espère qu'il se réalisera, mais on verra. Et d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être on va juste terminer là-dessus parce que dans par rapport au fait de vouloir fonder une famille, on peut avoir deux perspectives. La première, c'est de se dire, c'est mon projet. Voilà, dans ma vie, j'ai différents projets. J'ai fait une liste de tout ce que je voudrais réaliser et il se fait que je veux réaliser une famille, je veux être père ou mère, etc. Et donc, j'envisage l'enfant comme un projet parmi d'autres, comme mes projets professionnels ou projets d'achat de maison, etc. C'est pas la même chose que de le ressentir comme un désir de mon cœur. Le projet fait qu'on est sur l'ordre vraiment très rationnel et mental. Et donc, je vais caster, je vais Mm. chercher une personne qui va jouer le rôle de la maman, qui va jouer du coup le rôle de l'épouse. Et je fais un casting géant pour trouver cette personne-là. Et c'est certainement ce qui s'est passé quand vous avez rencontré cette femme. C'est que dans votre cerveau, vous avez dit, bon, alors, est-ce qu'elle correspond aux critères pour bien jouer le rôle de l'épouse et jouer le rôle de la mère? Et là, on n'est que dans le mental.
on n'écoute pas ce que dit notre corps et notre cœur, et c'est pour ça qu'à un moment, bah, vous avez vu que ça pouvait pas durer. Il y a une autre façon de faire, c'est d'être dans la dynamique plutôt de désir. C'est un désir que je porte, un désir de créer une relation intime avec quelqu'un sur du temps long, un désir que cette relation intime, eh bien, elle puisse donner naissance à des enfants. Et je vis avec ce désir et je nourris ce désir. Et c'est là que vous allez vibrer tout à fait autre chose. Vous allez dégager autre chose. Parce que vous n'êtes pas en train de faire un recrutement, comme Mm. pour un entretien d'embauche, mais vous allez essayer vous chercher à vivre une rencontre qui va vous permettre de vivre ce désir. C'est pas du tout la même chose. Euh, Est-ce que je sais pas si je suis assez claire quand je dis ça. Non, c'est très Vous intéressant. comprenez? C'est très intéressant votre point parce que c'est exactement ce que je réalise, c'est que je me suis dit, et souvent ça m'est arrivé de me dire, est-ce que si j'avais, du coup on s'est rencontrés autour de nos 30 ans, est-ce que si j'avais 5 ans, est-ce qu'on serait mis ensemble? Et c'est ça la question que je me suis posée. Et souvent je suis arrivé à des conclusions, à me dire, bah non, pas forcément, parce que j'avais cette étiquette, elle va être super comme mère de famille, on va avoir des super enfants, etc. Mais comme vous dites, je le voyais plus dans le mental, en allant au supermarché en me disant c'est bon, il y a ces cases-là qui sont remplies et pas du tout être avec vraiment les sentiments, les émotions et être à, on va dire, à 99% dans le mental. Mm. Donc, c'est très intéressant ce point. Et ça rejoint ce qu'on disait par rapport à l'alchimie sexuelle. Si euh, je me dis que l'enfant est un projet, bah, je cherche quelqu'un avec qui je peux faire un enfant, d'accord? Et on va pas écouter comment ça fonctionne au niveau des corps. Sauf que l'enfant, au départ, à la base, il vient parce que deux êtres sont très attirés l'un par l'autre, font l'amour intensément, et qu'il y a un bébé qui vient parce qu'on a fait l'amour. Ça veut dire qu'il vient au départ de cette attirance charnelle, ce truc très animal qui nous pousse à vouloir faire en sorte qu'on s'unisse quoi, profondément. Et donc l'enfant devient là le fruit potentiel d'une attraction, d'une alchimie, d'un désir, d'un amour entre deux êtres. C'est pas du tout la même chose. Et le désir même d'avoir des enfants va naître dans cette expérience d'attirance pour l'autre. Et donc, vous voyez, d'un côté, c'est beaucoup plus organique, plus physique, plus sauvage, plus animal. De l'autre côté, c'est plus dans le mental. Et je pense quand même que le fait de mettre au monde des enfants, au départ, ben, c'est quelque chose de plus physique. C'est pour ça que la dimension sexuelle, c'est pas anecdotique. Et on a tendance aujourd'hui, la majorité des gens ont tendance à trouver ça un peu anecdotique. En fait, on est très coupé de notre corps, paradoxalement, alors qu'en notre société, on parle toujours de sexualité, mais en réalité, c'est que on minimise l'aspect sexuel de notre existence. Donc, peut-être une autre façon de faire, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, d'être ouvert à la rencontre, d'écouter ce que votre corps vous dit, écouter ce que votre cœur vous dit. Et ne pas chercher quelqu'un avec son mental, mais chercher quelqu'un avec ses tripes, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est difficile parce qu'on est en train j'essaie de mettre des mots sur un truc où il n'y a pas de mots, justement. Et de voir ce qui se passe là. Et en réalité, notre corps ne nous trompe pas, nos émotions ne nous trompent pas. C'est l'éducation qu'on a reçue qui nous fait dire que attention à nos désirs du cœur, attention à nos désirs du corps, ils pourraient nous induire en erreur. Mais c'est pas vrai, c'est tout le contraire. Et c'est ça que vous pouvez peut-être transformer au travers de cette épreuve que vous vivez, c'est d'écouter plus ces dimensions-là plutôt que la dimension juste mentale de la Je liste. pense qu'aussi on est dans une société où tout passe par le mental de plus en plus. Mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est marrant le point dont vous parlez, c'est beaucoup quelque chose que je me dis quand je pense à quelque chose, j'essaye maintenant tout le temps de me dire est-ce que c'est vraiment mon corps, mon émotion ou est-ce que c'est mental? Et parfois, c'est très dur aussi de faire la distinction, je trouve. J'aime bien poser cette question. Comment vous vous sentez là au terme de cet échange? Je me sens très bien et je suis très content d'avoir fait cet échange avec vous. Non, non, enfin, pour moi, c'était très, très intéressant. Ouais. Donc là, vous vous sentez comment? Je me sens bien. Enfin, Bien. me Bien sens, comment? je me sens Bien, bien. ça veut dire quoi? Ouais, je me Euh, sens. je me sens, enfin, comment dire, je sens que j'ai eu des réponses sur des questionnements que j'avais. Et ça vous fait quoi, ça, d'avoir des réponses sur les questionnements? Du coup, je me sens Du coup, je me sens libéré, libérée. libéré. Ok. Alors on garde ça, vous vous sentez libéré et vous voyez que c'est possible. Et puis moi je vous souhaite vraiment aussi de continuer ce cheminement que vous faites, de relire son histoire, de voir tout ce que tout ce que vous avez appris pour pouvoir voilà, poursuivre votre route avec des nouvelles clés, quoi. C'est ça la vie, c'est ça la vie, et c'est ça qui est chouette dans la vie, vraiment. Vous êtes dans une bonne
un bon état d'esprit. Merci pour votre confiance en tout cas. Merci à vous, Thérèse. Au revoir, bonne Au revoir, journée. à Au bientôt. Au revoir. revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.